Bonjour et bienvenue à la série Focus Poésie sur Zoom, organisée par le Centre des arts de Stansted dans les cantons de l'Est, région qui est sur un territoire traditionnel et non cédé du peuple Abénaki et de la Confédération Wabenaki. Nous sommes reconnaissants et fiers de faire partie d'une longue histoire de création et de partage d'histoires sur ces terres. Cette série a été créée par Gabriel Safdie. Mon nom est Shelley Pomerantz et je suis ravie que vous vous joigniez à nous aujourd'hui, poètes et public. La série présente des lectures par des poètes francophones et anglophones en alternance. Cet après-midi, on va entendre les poètes Vanessa Courville et Nathalie Watteigne, qui habitent toutes les deux à Sherbrooke, en Estrie. Elles vont lire, bien sûr, en français. Avant de présenter Vanessa Courville, qui va lire en premier, j'aimerais passer la parole à Diane Régimbald, la programmatrice des événements en français de la série. Bonjour Diane. Bonjour Shelley, bonjour à toutes et tous. Donc oui, c'est une joie d'entendre Vanessa Courville et Nathalie Watteigne qui sont toutes deux de Sherbrooke. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, d'accord. Oui. Okay. Continue. Donc, on est très heureuse d'avoir ces deux poètes de l'Estrie, étant donné que le Centre des arts de Stansted est en Estrie. Alors, Vanessa est professeure au Cégep et Nathalie, professeure à l'université. Cette dernière était justement en colloque universitaire ces derniers jours. Et je la remercie particulièrement d'être arrivée à Montréal un peu plus tôt pour pouvoir faire sa présentation. Et je remercie évidemment Vanessa d'avoir accepté donc cette invitation. Elles viennent tout juste de faire paraître deux recueils aux éditions du Noroît, leur premier à cette maison qui célèbre ses 50 ans d'existence avec deux nouvelles propriétaires et également directrices littéraires et artistiques, Mélissa Labonté et Charlotte Francoeur. Avant de vous glisser quelques mots sur leur parution, j'aimerais souligner que le Noroît fera son lancement d'automne dans le cadre du Salon du Livre de Montréal le 24 novembre prochain au bar Lacal à compter de 18h. Et bien sûr, les auteurs et leurs livres seront présents. Alors, je vais mettre toutes les informations dans le chat. Ce sont deux recueils aux tonalités fort différentes, toutefois qui ont en commun l'espace fantomatique qui traverse les poèmes. Nathalie, avec le sourire des fantômes, traverse de multiples mémoires en offrant des poèmes courts et longs empreints de persona, dirais-je. Je la cite. « D'avoir brûlé, nous voici tenaces. Grâce au calcul des ombres portées, rien qu'avec nos désirs aguerris, avons découvert nos ombres réelles. L'accomplissement d'une vie se mesure-t-il au destin qu'un jour on lui reconnaît? Mais si la nostalgie s'affaisse, quel horizon foulé, en ce jardin où je rôde, quelle part de moisson? Et j'ajouterais que le livre de Nathalie a des dessins, elle va nous en parler sans doute, de Jacques Brault, qui sont absolument magnifiques. Bon, je vais lui laisser le loisir de vous glisser quelques mots sur les dessins de Jacques Brault, grand poète québécois. Quant à Vanessa, c'est un premier recueil très assumé, Les Miraculeuses, qui renvoie à la mythologie du féminin liée au ventre, à la douleur de la disparition, de la douleur d'être, de l'accouchement, de la succession. Elle écrit « Le mythe s'enfonce avec le crépuscule, s'abat sur les murs. Tu reviens vers l'intuition, celle du trou dans le ventre. Comme l'au-delà, tu n'es rien, sauf une lumière sur des façades. Puis, un peu plus loin, y a-t-il un seul poème qui ne raconte pas l'agitation irrépressible de ta chute? Voici le livre de Vanessa. Alors, je vous souhaite un beau moment de lecture. À toi, Shelley, pour la présentation et l'animation. Merci, Diane. Juste un petit mot pour vous rappeler, je pense que vous savez tous déjà, que pendant la lecture, tous les écrans et les caméras seront fermés, sauf bien sûr ceux des poètes.
Si vous avez des questions ou des commentaires pour les poètes, vous pouvez les écrire dans la section conversation à côté de votre écran. Et après la lecture, je vais poser aux poètes quelques questions, dont votre question s'il y en a. À la toute fin de l'événement, on pourrait tous ouvrir nos micros et caméras pour se saluer et se dire quelques mots. Alors maintenant, Vanessa Courville, née en 1990 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vanessa Courville est détentrice d'un doctorat en création littéraire de l'Université de Sherbrooke, où elle a également enseigné à titre de chargée de cours. Elle poursuit une réflexion sur la hantise dans l'acte d'écriture, et c'est ça que je vais lui poser une question là-dessus. C'est très, ça m'impressionne. Lors des dernières années, elle a publié de nombreux textes dans des revues, des collectifs et des recueils de nouvelles, en plus d'avoir dirigé certains ouvrages. Avec Les Miraculeuses, elle fait paraître son premier livre de poésie, comme Diane a dit. Vanessa Courville vit actuellement à Sherbrooke et enseigne la littérature au niveau collégial. Bienvenue, Vanessa. C'est à vous maintenant pour la lecture. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette belle invitation. C'est une grande joie pour moi d'être ici ce soir avec vous en ligne sur Zoom pour vous lire quelques extraits des Miraculeuses. Donc, comme on l'a mentionné, c'est un livre qui est paru récemment aux éditions du Norrois en automne 2021. Et si vous remarquez la couverture, c'est une œuvre d'Amélie Pomerleau qui, elle aussi, est une artiste de l'Estrie. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la lecture. Le recueil de poésie s'ouvre avec un chapitre qui s'intitule « Un trou dans le ventre ». Tu es morte. Il fait trop froid dehors pour pleurer. Alors tu restes abattue. Ton cadavre invite au repos. Les images gelées de l'enfant, quand tu arrêtes de les contempler, elles meurent aussi. Tout meurt. Le printemps découvre ton gant noir, quelque part dans le gravier. Couché au creux de la tombe, tu écoutes le bruit de l'eau. La pluie effraie la femme qui cherche sommeil à tes côtés. Rien ne la calme, seulement ta présence contre l'étroitesse du gouffre. Tu passes tes doigts moites sur ses lèvres pour les humecter, apaiser la sécheresse de son agonie. Quand elle ferme enfin les yeux, les rôles s'inversent. La mort vient déposer un bouquet sauvage au creux de ton ventre. Dès lors commencent les inquiétudes dans les draps fins du lichen. La fatigue emporte dans sa chute les derniers relents de la peur, transformés au réveil en révélation. La défunte patiente dans le matin, comme une enfant devant ta porte, te presse de lui faire à manger. Tu pardonnes ses excès, jamais ses absences. Assise devant elle, ton geste met fin à son jeûne, comble cette autre en toi, sourdement dévorante, sans fond. Elle erre depuis longtemps dans l'insuffisance des êtres exilés, avec la voix palpable des mortes précoces. Quiconque désire avoir main mise sur elle s'engouffre au fond des ténèbres, pleure, mais fais-lui la grâce, récolte les larmes sous ton visage. Le sel freine son avancée vers le précipice. Tu sondes un chemin double. Dans l'héritage, tu avances de trahison en trahison, sans cesse en retard pour l'amour. Quand nous sommes, tu n'es pas. Ton cœur refoule les existences communes. Comment savoir si elle te regarde de biais ou de face, si elle te choisit pour régner sur les siècles et les écorcher? Tu portes l'éreintement de tes vies, empreintes de culpabilité et des paroles révolues dissimulées sous le hasard. Comment alléger cette charge? Tu ne veux pas d'une ancêtre, seulement d'une épaule. Qu'est-ce qui t'effraie? L'ombilic informe la femme, ses pieds ténus jusqu'au craquement écarlate. Une pression au ventre t'arrache à la contemplation, te laisse seule dans le matin, inapte à l'écriture.
Quelques sueurs froides dans la rétention du néant, tu maintiens le désir de tout archiver dans ton corps. Tu suis la périphérie de la cavité à travers l'œuvre du marbre et des fleurs fanées. Le centre est noué de bulbes. Les angoisses ont pris racine les unes sur les autres. Mais il y a un ordre céleste dans le chaos qui s'installe, celui des statues avalées par les grands jardins. Elle lave ses vêtements dans le lac, un ourlet sévère à la taille, ses plaintes étouffées par le limon et les clapotis de l'eau. Tu l'observes entre les ronces, perçois une bavure au cœur de l'anse, une faille dans la création. Les formes archaïques s'allient, même les plus maudites. Son buste dévoile 2 cercles vidés de leur gorgée. Tourné vers l'intérieur du corps, il pointe le fond de l'âme. Une respiration grave les maintient entre les os. Pourquoi touche-t-elle ses seins? Tu voudrais ouvrir tes bras à la passante, mais une chimère a jailli de la gaine, laissant au sol ses chiffons et la foulée hasardeuse des querelles. Tu voudrais lui tendre la main, lui offrir un peu d'ombre pour une simple acceptation du soir. La terre t'avale en charpie, recrache son suc sur les arbres. Les fragments luisent comme un cierge du dimanche. Les oiseaux aux ailes lourdes repoussent de quelques heures ta disparition, là où les humiliés se traînent. Chaque matin, tu flaires les cailloux sous les sentiers de sa fugue. Tu lui en veux de te garder allongé sous le soleil violent de midi, avec l'obligation de conjurer le sort. Tu ne peux pas plaindre la disparue pour tes douleurs au ventre, seulement descendre en toi, comprendre, les forces opposées au calme, mais tu t'enfonces dans l'horizon avec un sens toujours plus raffiné de l'échec. Tu détestes ces traits de caractère dont tu as hérité, tu te miroites dans l'angoisse, tu feins de nager, d'où te vient ce mépris infatigable? Les noyés remontent toujours à la surface, te voilà consolé. Tu voudrais comprendre ce qui râle dans sa gorge avec la détresse des oisillons tombés de la corniche, son haleine sans l'humidité des caves. Qu'est-ce qui t'effraie? Te révéler aux inconnus avec la confiance des mourantes, te défaire du discours pour guider les cortèges. Laisse-la sur le front de mer, se heurter contre la vague, entre la pierre et l'écart. Laisse le réel disparaître, sous le soleil, sa patience. Elle guette la fonte des sutures pour récolter les perles sous la césarienne. Laisse-la trouver enfin la paix qui glisse entre les doigts du sable, sa forme chaude. Une lutte constante avec la vérité te tient en équilibre devant cette femme. Que cherches-tu en elle que tu ne portes pas déjà en toi? Le lieu où disparaissent les questions. Le mythe s'enfonce avec le crépuscule, s'abat sur les murs. Tu reviens vers l'intuition, celle du trou dans ton ventre. Comme l'au-delà, tu n'es rien, sauf une lumière sur des façades. Tu vois un homme en rêve, main sur ta gorge, couteau sous ton nombril. La femme au ventre rond, sous sa prise et toi sans l'être à la fois, à qui appartient cette vie? Qu'est-ce qui t'effraie? Les volets ensevelis sous les grandes fenêtres, la sciure sur le berceau amaigri de l'enfance. La miraculeuse habite le point aveugle des échographies, le passage obstrué de la brûlure. Elle apparaît dans le clignotement, là où échoue le poème. Elle s'insère dans ta peau avec la joie insouciante des premiers anniversaires. Elle fait tourner ses jupes près de tes côtes, jusqu'au vertige souffle les dernières bougies. Dans ton crâne la torpeur des femmes qui ne se portent plus.
On m'a retiré l'idée d'un vacarme pur. Le corps avide, les mains picorées, elle insiste sur la pureté. Le vacarme à lui seul prolonge le silence. Comme une artisane des cieux, elle fabrique malgré tout son cordage sans savoir écrire. Que mes gestes rivalisent avec ceux du scribe. Elle tisse des orties dans ton souffle affaissé. Avec ses seules mains loyales, elle hisse hors de ta poitrine la grande étendue roséfiée de l'aube. Qu'est-ce qui t'effraie? La distraction du recueillement, les enfants, une aile ajoutée dans ton quotidien de recluse. Son absence, une chambre de miroir où se déculpent des signes sans appel. Tu veux connaître celle derrière ton œil, on dirait qu'elle brille. Laisse-la porter tes confessions. Tu apprendras enfin à dire « Nous sommes ». Renversement, un dialogue. Qu'as-tu fait de toutes ces filles qui n'ont pas su naître? Des nœuds dans l'écorce des arbres. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu t'ouvres avec elles comme une chienne dans le bois fantôme du langage. Je n'arrive pas à m'oublier. Les autres sont habités par eux-mêmes, ils ne te verront pas. Qu'en sais-tu? Ton corps est invisible à leurs yeux. Pourquoi me lègues-tu la responsabilité des vivantes? Les filles peuvent quelque chose pour le renouveau de la forme. Le poème n'est pas un refuge pour les marnés, certes, mais il est un lieu de passage. Au moment décisif, elles retourneront vers toi. Les enfants appartiennent à la collectivité. Je ne supporte pas l'ingratitude. Il y en a tant et tant qui se croient le centre de l'héritage. Où commence l'espace de leur naissance? Dans la chambre mauve où la peinture s'affaisse. Pourquoi cette couleur? La lumière du matin se diffuse sur les murs comme un jaillissement. Le réveil en est-il apaisé? On peut mieux percevoir le travail des ombres. Comment réseautent-elles dans ce lieu clos? Une attention soutenue sert de guide. Puis-je alors connaître leur itinéraire? On ne sait pas vers quoi elles vont. Mais elles bougent, n'est-ce pas? À l'intérieur de toi. Je veux m'annoncer. C'est inutile puisque tu reçois. Et la chambre close. L'hiver arrive. Retourne-y maintenant. Concentre-toi. Merci beaucoup. On dirait que tous ces poèmes, c'est un genre de conversation. Tout à fait. Il y a un dialogue juste avant la partie centrale. Okay. Et moi, j'avais lu quelques de vos poèmes avant l'événement. Mm-hmm. Dans les poèmes que j'ai lus, puis je pense que vous en avez lu au moins un ou deux de ces poèmes, le corps et surtout le bas du corps joue un rôle très important dans vos poèmes. Vous mentionnez plusieurs fois le ventre, le bassin, les cuisses, le bas du corps. Est-ce que c'est un thème, quelque chose qui se trouve dans plusieurs poèmes ou c'est juste que j'ai vu cela? Ah non, je vais poursuivre la lecture tout à l'heure, mais le corps, la thématique du corps, elle est omniprésente à l'intérieur du recueil de poésie Les Miraculeuses. D'ailleurs, la première partie que j'ai lue, elle ouvre sur le trou à l'intérieur du ventre. Donc, la narratrice a l'impression d'avoir un trou ancestral à l'intérieur du ventre. Elle a l'impression d'avoir un trou gigantesque et ça la place dans une espèce d'entre-deux parce qu'elle ne sait pas trop d'où elle vient, elle ne sait pas non plus vers quoi elle va et ça lui crée une certaine angoisse en quelque sorte. Et dès qu'il y a des références du bas du corps qui vont arriver plus tard dans le recueil de poésie, on parle notamment de fausses couches ou de générations qui sont échouées ou de générations qui n'arrivent pas à passer, de lignées foutues entre les cuisses, mais c'est souvent pour témoigner de l'impossibilité justement de cet héritage-là. Donc l'énonciatrice, elle n'arrive pas à penser l'héritage, elle va suivre une traversée, elle va être forcée d'y repenser à cet héritage-là. Notamment à savoir que les enfants ne sont pas obligés d'être extraits de son corps, ils peuvent aussi être les enfants de la collectivité. Il importe de prendre soin de ces enfants-là aussi. Puis il y a beaucoup de
de discussion aussi autour de la douleur, de l'agonie, le tremblement, l'agitation, et tout ça, ça revient aussi très souvent. Il y a beaucoup de souffrance, on dirait. Mais tout à fait. En fait, l'énonciatrice, elle descend dans les profondeurs de la souffrance, pas sans raison que tout un champ lexical aussi sur la douleur, sur le vide. Donc, toutes les premières parties du recueil, en fait, convoquent beaucoup cette souffrance-là. Je crois qu'elle est très attachée toutefois à sa souffrance. Hein. Elle met du temps avant de s'en libérer, mais elle n'aura pas le choix. À un moment donné, la miraculeuse va lui céder le soin du vivant et va devoir apprendre à vivre avec les enfants qui vont ponctuer la poésie. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est venue cette idée d'écrire sur ce personnage? Je ne sais pas, en fait, d'où est venue l'idée de ce livre-là au moment de l'écriture, mais je porte depuis la vingtaine l'intuition ou l'impression d'être hantée par une autre femme et d'avoir cette impression d'un enfant disparu. Donc, ça fait longtemps que je porte ça, puis j'ai entamé ce projet-là justement pour le traverser. Bien sûr, au moment d'écrire, les choses se détournent, nous révèlent autre chose, et c'est pourquoi j'écris de la poésie aussi. C'est justement parce qu'il y a un investissement dans l'inconnu et dans le mystère qui est présent. Et le fait de l'avoir écrit, de l'avoir exploré, est-ce que ça vous a... est-ce que ça a mis au jour les raisons pour lesquelles vous étiez obsédé par ce personnage-là? Est-ce que... Mais tout à fait. En fait, je lui ai donné... Pardon? Est-ce que ça vous a amené quelque part? Bien, ça m'a révélé une forme, en fait. Puis je pense que c'est déjà beaucoup d'arriver à la forme d'un livre à travers les intuitions et les obsessions. Puis pour moi, cette forme-là a fini par me révéler à moi-même. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec le travail d'édition à un livre. Oui. On dirait que, en tout cas, d'après ce que j'écoute, que j'entends, c'est que la poésie est pour vous une façon d'explorer tout ce qui est sombre et difficile et douloureux. Est-ce que c'est surtout ça? Tout à fait. C'est une traversée, mais je crois que le recueil de poésie Les Miraculeuses a quand même un grand parti pris pour la vie, pour l'amour et pour l'espoir à la fin. Donc, ce côté plus sombre-là, il faut le traverser. C'est lui qui donne les contours. Cette obscurité-là donne les contours à la lumière, mais il y a quand même toujours un parti pris vers la vie. OK. Oui, des fois, il faut qu'on passe à travers les choses difficiles pour arriver au bonheur. Hein? Voilà. Il y a une phrase, je ne sais pas si vous l'avez lue, mais moi je l'ai lue dans un de vos poèmes où vous dites « Y a-t-il un seul poème qui ne raconte pas l'agitation irrépressible de ta chute? » Voilà, oui. C'est une super bonne question. Est-ce que vous la posez à vous-même? Ben oui, en fait, je crois qu'il y a tout un mouvement à l'intérieur du recueil, hein, de la descente vers la tombe. L'annonciatrice descend à l'intérieur de la tombe avec la miraculeuse pour apprendre à vivre. Donc, la descente va évoluer étroitement avec la chute aussi. Mais à quelques moments, elle va essayer de s'en sortir. Donc, on va avoir des montées aussi à quelques occasions. Puis à certains moments, à l'intérieur du recueil, elle parle même, elle recherche une gravité vers le ciel, comme si elle voulait retomber, mais vers le haut cette fois. Donc oui, tout ce rythme-là de la chute et de la remontée habite le recueil de poésie et confirmé davantage par le dernier poème qui va jouer sur ce rythme-là. Puis, est-ce que vous allez nous lire plus tard? Oui, je vais vous lire peut-être après. Je pourrais laisser lire Nathalie Watten, puis poursuivre après. Il y a une chose que j'ai vue en lisant vos poèmes quand vous parlez, comme vous dites, vous parlez beaucoup des montées, des descentes, il y a beaucoup de mouvements. Puis vous parlez aussi des tombes. Et là, je me suis dit, oh, est-ce que vous parlez des creux, des gouffres, la tombe. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a un lien entre le mot tomber et la tombe? Mais c'est très juste ce que vous dites. En fait, je ne l'avais pas remarqué. On dit souvent qu'au moment d'écrire, les choses nous échappent et que les lecteurs et les lectrices sont souvent mieux placés que nous pour en parler. Donc, c'est un très beau rapprochement, en fait, parce qu'elle descend au creux de la tombe, mais elle est toujours en train de tomber aussi perpétuellement jusqu'à ce qu'elle finisse par être trouvée par l'aube. Donc, oui, c'est un beau rapprochement que vous faites là. Oui, moi, j'ai fait une petite recherche pour voir s'il y avait un lien dans l'origine des mots, mais peut-être je ne suis pas allée assez loin, mais peut-être quand on est dans la tombe, c'est parce qu'on est tombé de la vie à la mort. Ce serait intéressant de savoir c'est quoi les origines étymologiques du mot. Est-ce que vous voulez nous parler des dessins dans le livre, comme Diane les a mentionnés un peu plus tôt?
Pardon, les? Est-ce qu'il y a les dessins dans votre livre? Il n'y a pas de dessins à l'intérieur. C'est Okay. Nathalie Watten qui a des dessins à l'intérieur, mais il y a cette couverture-là qui est une artiste de l'Estrie, qui est Amélie Pomerleau, donc qui travaille beaucoup avec la sculpture, les empreintes, le plâtre, et qui met des éléments de la nature sur des corps féminins, qui sont des corps d'une grande beauté, mais qui ont toujours quelque chose d'un peu inquiétant. Donc, si vous regardez la couverture, cette image-là rappelle bien la miraculeuse, qui est cette femme qui surgit d'outre-tombe, cette femme morte vivante qui tient un sein, mais il lui manque quand même une partie du visage, ce qui fait qu'on a peur quand même un peu de cette figure-là, du moins elle est mystérieuse. J'ai dit plus tôt que je voulais vous demander, vous dites dans votre biographie que vous poursuivez une réflexion sur la hantise dans l'acte d'écriture. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? C'est quoi exactement cette hantise? Mais je crois que dans le processus créatif, chaque personne a des manières d'approcher l'acte de création, mais si je veux en parler d'une manière bien personnelle, au moment où de parler de la création, il y a toujours quelque chose qui nous échappe, on n'arrive pas à le cerner, on tourne autour des choses, et souvent les poètes ou les écrivains vont avoir tendance à convoquer des figures. Et celle que j'ai trouvée pour parler de mon processus créatif, c'est la figure du spectre, donc la figure de la hantise qui revient perpétuellement. Alors, voilà, c'est comme ça que je la convoque. À l'instant où on écrit, j'ai souvent l'impression que je vais écrire qui je suis, mais finalement, je me rends compte qu'au moment où j'écris, c'est plutôt qui me poursuit à l'instant où j'écris. Donc, cette figure du spectre-là, qui est entre la vie et la mort, qui est entre la lumière et l'obscurité, elle est surgissante. Et souvent, elle me sert mieux que moi-même pour écrire, c'est-à-dire qu'elle m'aide à me détacher de mes références, puis à convoquer une autre forme de connaissance par le biais de sa figure apparaissante, disparaissante. Et puis, voilà, je pense qu'on n'écrit pas nécessairement par soi-même. Je pense qu'il faut autrement accueillir dans cet espace du poème, de la poésie, ces revenants, ces morts vivants, cette mémoire ancestrale, pour voir comment, au contraire, tout ça peut nous apprendre à écrire et à nous révéler aussi un nouvel univers. C'est fascinant. Mm-hmm. Merci beaucoup. Puis on vous reviendrait si on a du temps à la fin pour entendre d'autres poèmes. Je vais maintenant inviter Nathalie à se joindre à nous. Elle n'est pas loin, juste d'ouvrir son écran. Née à Montréal, Nathalie Watten vit au bord d'une rivière sinueuse qui se jette dans un grand lac profond en Estrie. Elle enseigne la littérature et la création littéraire à l'Université de Sherbrooke, où elle dirige le Centre Anne Hébert. Elle est l'auteure de 4 recueils, Lire et écrire de la poésie et sur la poésie, tout en menant des recherches sur les archives et les poétiques littéraires, est-ce qu'elle sait faire de mieux? Elle est co-directrice du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Bienvenue à Focus Poésie sur Zoom, Nathalie. Merci, Shelley, merci. Alors, c'est à vous maintenant pour faire la lecture. Bien, Le Sourire des fantômes, qui est ce très beau recueil fait par le Norrois, est un livre où il y a des poèmes courts, des poèmes longs, des proses narratives comme de longs poèmes en vers. Il est agrémenté des très beaux dessins de Jacques Brault, lumineux et colorés. Là, j'essaye de montrer, je ne sais pas si on réussit à voir. Malheureusement, vous ne pouvez pas bien les voir, mais je suis très heureuse de ces dessins parce qu'ils cernent bien peut-être la visée du livre. Quand j'avais présenté mon manuscrit au poète Jacques Brault, je lui ai pas demandé de dessin, je lui ai demandé simplement de me lire. Et il m'a dit quelques semaines plus tard, eh bien, j'ai essayé, j'ai voulu faire des fantômes avec leur sourire. Et voilà comment cette magnifique collaboration est née. Alors, j'étais très contente de ces 9 dessins que vous ne voyez pas, mais qui rendent bien l'esprit peut-être du recueil. C'est un livre de deuil et de renaissance avec tout ce que ça comporte de traversée d'épreuves, moments de joie aussi, traversée des mers, des grands espaces. Et les fantômes là qui sont dessinés sont aussi en suspension dans le vide, mais sourient, chacun à leur façon. Alors, je vais vous lire quelques-uns des recueils, des poèmes qui se trouvent dans le recueil. Naissance.
Catapulte sur la joue de mon âme, sortie du ventre maternel, pied droit puis torse, et peur d'échapper le ballon. Nevermore. Bras et jambes désaccordés, sans faire de bruit, sont partis. Comment parler de toi avec des fourmis dans les jambes et des heures de non-dit? Avec une gerbe de roses dans les bras, pourquoi faire, tu dis, je suis morte? Gracier en rêve. Règle ça pour lundi, a-t-elle soufflé avant de disparaître à tout jamais. Chaque semaine depuis, je règle un petit quelque chose pour devenir celle qu'elle a aimée. Le vieil absolu. Il est parti avec son rejeton, le précoce aveugle. Que veux-tu que je te dise? Celui-là, eh bien, n'est pas prêt de revenir. Un peu de ruse, d'intelligence maintenant. A foutu le camp, la belle affaire. Je t'ai trouvé à la fenêtre. Non, sérieusement, tu me fatigues. Il n'y a pas de mémoire du corps. Sors, danse, bouge et raconte-nous une histoire. Furtive présence. Tes fleurs sans bruit n'osent te regarder pendant que monte le désir, effusion sur nos visages, telle promesse. La frette et la migration. Il m'aperçoit, s'immobilise, reconnaît ma voix, mais comme il parle par infrason, nous ne nous sommes pas vraiment rencontrés. Peut-être appartient-il à la famille des langues nouées. De loin, je l'observe qui tremble, le touche presque. Et la force de cette aide m'est devenue à ce point nécessaire que je me laisse guider vers la mer, après m'être ressourcée avec lui dans l'air salin du fleuve. Attention, voici venir la vague. Nouvelle tentative d'ancrage. Mon ami a des cornes, ce qui ne manque pas d'attrait à mes yeux. Mais quand il s'exprime, je ne suis pas sûre de comprendre son lyrisme. Et cela crée entre nous des situations embarrassantes. À l'amour complet, il faut une réciprocité. Je ne dois pas me laisser distraire par des mugissements. C'est à ce prix. Tout le meilleur possible. De jour comme de nuit, cet ami bien doux émet des ondes pour répondre à mon désir et une telle musique à mes oreilles aide en retour à comprendre le sien. Il est si délicat que j'ai cru qu'il allait demander ma main. J'ai fait mine de ne pas saisir car ma décision n'est pas arrêtée et pour ne pas me laisser intimider par les picosseux avec leur cortège de mots creux. Réflexion faite, je dirais oui à des noces discrètes sur les rives d'un cours d'eau, non loin d'un pont. Trop jeune pour comprendre. Ma fille dit que ce à quoi je rêve en réalité n'existe pas. Je ne cherche pas à la contredire parce qu'il lui reste de nombreux enseignements à recevoir de la vie. Moi, par exemple, après m'être appliquée à diriger la nourriture vers sa bouche, je ressente maintenant la cuillère et pas forcément vers la bouche de quelqu'un d'autre, y compris de ma fille qui, depuis le temps, a appris à manger toute seule. Clair-obscur. D'où que tu viennes et qui que tu sois, je ne m'y attendais pas. Est-ce clair de lune ou noir dentelle qui scintille sur les pavés? Moi qui sursaute à la moindre étincelle, ce reflet l'ai-je inventé? À la pêche, à la nage, dans une eau presque limpide, je compte les poissons et les tours. Peut-on convertir la boue en or, sinon en vœu de vie pleine et sereine? Comment ne pas suffoquer quand les cygnes reviennent dire peut-être? Peut-on changer ces miettes en monnaie sonnante et trébuchante? Allez, je brasse les dés. Les amis, lâchez-moi les baskets. Ma fille, ce n'est pas ici ta place. Mais sans doute trouverai-je un petit quelque chose. Je me demande qui se cache derrière si délicat sourire. L'haleine de ces mots s'accorde si bien au mien.
Me voilà pendue à ses lèvres pour n'en perdre aucun. Mais je suis trop lente pour foncer dans une corne de brume, pour un œil ténébreux. Une nuit de langueur ne suffirait pas à me rapailler. Demain, je retourne à mes occupations, mais ce soir, je suis la reine des 7 en feu. Je brasse, jette, rebrasse, mise le tout pour le tout et je rafle le magot. Où donc se trouve mon parachute? Je ne suis pourtant le vieux Goethe, ni la blanche Marguerite, morte de n'être point concernée. Ce n'est pas moi qui ricanerais depuis le ventre de la sorcière, ni acrobate, ni sirène. Ne serais-je qu'une ombre, ayant oublié ce que vivre veut dire? Si tes traits s'estompent, cela redeviendra mon rêve, ce long cauchemar, et je crains de tout perdre. Si je ne trace les tendres contours de ton visage, les poches vides, je rentrerai dans mon costume de Vestale. Mais si tu me donnes la force d'écrire, peut-être effleureras-tu ma peau fragile, chair revenant dont j'ai cru pouvoir retenir le sourire. Ne laisse personne m'empêcher de rejoindre ta main. Est-ce à l'eau, est-ce arche? Encore un verre et ce sera le grand saut. Notre-Dame, priez pour nous. Ce n'est quand même pas moi qui ai allumé ce feu. Tous les signes clignotent. Mais nous sommes dans un poème. Raconte des histoires enchantées, de terres prochaines, et ne va pas croire que nous sommes captifs. Car pour te fasciner, redoutable magicien, j'ai grand désir de lumière, même si je fais un peu de surplace pour que ton image ne se dissipe et qu'avec elle je ne disparaisse, même si de catastrophe en déception et de paroles en silence, j'ai perdu, je crois, le sens de l'orientation. J'arrive avec mon rêve qui n'a pas pris une ride, mais si je suis Eurydice, comment jouer Orphée dans mes souliers neufs, fière de t'en vouloir, sans savoir qui tu es, et ce que nous pourrions en faire, mes merveilles. Puis ça recommence. Comment aurais-je pu imaginer pareille histoire, que j'écris pour ne pas oublier, ces heures avec qui je ne connais pas, et qui pourtant me voient. Belle endormie, as-tu du temps pour rêver au moins? Car de loin je viens, sous ton regard charbonneux, ma peau brûle de se dérober à la douce fermeté de ta voix. Je vérifie mes signes et ça tient, mais on n'est plus des enfants. Avec ces mouches autour de la tête, peut-on croire au lendemain qui chante? Faisons en attendant une partie d'échecs. Je ne voudrais ni perdre ni gagner. Je ne sacrifierai pas ma reine, en tout cas. Ai-je d'autre choix que d'engager avec mon père cette partie serrée, alors que mes âges tournent en boucle dans le diaporama? Je te demande, petite mère frêle, que s'est-il donc passé? Qu'ai-je bien pu régler ce lundi pour le cadeau que tu me fais, cette joie véritable qui me libère de mes fantômes? Vivante alchimie. Que faire de ce ray de lumière si mon rêve échappe, au lieu que la mémoire ravive? Comment me déprendre des bourbiers imaginaires qui alourdissent mon pas, si j'ai peur d'être confondue avec qui je ne suis pas, si ma chair jusqu'au repli n'assume la place qu'elle ne veut céder pourtant à ceux dont les projections ramènent à la nuit? Et si l'on croit m'aimer dans un désir qui ne me parle, basculerai-je dans un délire de route d'envol à prendre pour ne plus attendre qu'on ouvre la porte, derrière laquelle me revoici, sans mots pour l'aiguilleur? Va-t-on manquer le bateau, tomber en panne, rater un train? Quand la diachronie revient hanter la synchronie, j'appréhende le pire. Quand on me pompe l'air, en somme, je crains de ne pas exister, d'en mourir. Il serait moins long d'aller vers ce qui éblouit que d'affronter pareille épouvante. Mais j'écoute la voix nourricière d'une femme qui ne demande pas l'offrande d'une petite morte. En cette boue enlisée, faire marche arrière, retourner sur mes pas de femme vivante, avec les fantômes dans le coffre, reprendre la route à la recherche d'un passage, à la brunante vers le lac. Et si je me fourvoie, je demanderai à un Samaritain où se croisent la mémoire et la vie, rejaillie au milieu de nulle part,
Tant de détours font mal à celles qui recommencent à bouger, mais je me délaisse de ce qui encombre pour transformer l'inquiétude de la perte en geste vers toi demain. Et si encore je m'égare, je n'en reste pas moins en chemin. Comment être entendu si je n'ouvre la bouche? Comment être vu si je ne supporte d'être regardé? Comment être avec autrui, invisiblement, mêler mon corps au tien, hasarder un souffle, une caresse? Que faire d'une alliance nouvelle si je ne m'accueille en être imparfait, qui file vers son mystère en écoutant la musique, qui mène au consentement, qui relie à la force? Tant je voudrais être désinvolte et m'engager pourtant vers mon risque avec un parachute, ne pas anticiper les vents contraires. Tel un don, je te reçois, fantastique en réalité, merveilleusement bien, ainsi que nous sommes, avec nos limites, vivre complètement. C'est le courage et la grâce que je nous souhaite. Mon amour, toi et moi, chaque heure et chaque jour. Le centre caché. Dans la tiède torpeur de l'horizon qui scintille, entre chèvres et mouettes, jusqu'au clapotis de la barque, va parmi les corps inondés de lumière à grands cris retrouvés. Pour effrayer les ombres qui cherchent à émerger, du fond de la digue, comme des soleils endiablés, remue ses vestiges, poussière poussive. Dans le dédale de pierre, renonce à tout comprendre, pleine voile sur la falaise, ses criques, à flanc de montagne, te voilà chef d'orchestre et premier violon. Chaque bras s'épouse une parcelle d'or, havre inquiet sous la peau humide, pour étreindre la vie muette, ton port d'attache et d'arrivée. Dans la baie, pourquoi larguer les amarres, après avoir franchi le pont qui mène à une cité engloutie et ramène sur le quai des pêcheurs avec un sourire entendu, un signe de la main peut-être. Ciao, Bella. Sur le littoral, mes amis, vous me verrez tirer une chaise au soleil, à moins que dans cette odyssée, l'on m'empêche d'accoster. À moins que déchiré, je ne retourne à Franco Castello et que des yeux je supplie le gardien de la vieille forteresse, aux volets qui claquent, derrière lesquels perce le jour, de m'offrir une bière en chuchotant à mon oreille, de consentir à ce regain et de poursuivre la navigation jusque chez moi. Merci. On a deux lectures pleines de fantômes aujourd'hui, on dirait. C'est les fantômes des cantons de l'Est. Oui, peut-être. Oui, oui peut-être. Il me semble, c'est toujours le cas, je pense, mais particulièrement pour vous, que votre poésie est faite pour être lue à haute voix. La sonorité, c'est quelque chose de très important là-dedans. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Est-ce que vous, quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à ça, à la sonorité? Je me les lis à moi-même à haute voix quand je les écris plusieurs fois, c'est vrai. Par contre, le travail que je fais sur le rythme est vraiment un travail où ça doit très bien fonctionner pour la lecture avec les yeux. C'est-à-dire que le découpage est fait en sorte que sur la page, on sente le respire, on sente l'escalade, et même y compris dans les poèmes en prose que j'ai lus. Donc, oui, ça prend du souffle pour les lire à haute voix et quand c'est réussi, c'est très agréable, mais je pense que pour le lecteur ou la lectrice solitaire, c'est aussi une expérience parce que ça va vite, parce que dans certains poèmes, comme les poèmes longs, ça demande beaucoup de concentration pour arriver à suivre. Peut-être que dans la lecture, c'est plus simple de recommencer là où on a chopé. Mais je pense qu'en les lisant, moi, je les ai lus à haute voix parce qu'il y avait tellement des choses qui me paraissaient intéressantes juste d'un point de vue sonore.
que je pense que je me rappelle plus maintenant, je pense que je me suis mis à les lire à haute voix juste pour les entendre comme ça. Le centre caché, vous parlez de Frango Castello. C'est où ça, Frango Castello? Ah, ça c'est mon secret. Non, non, c'est en Crète. C'est un endroit où je suis allée à 2 reprises à des moments significatifs de ma vie. Et c'est une anecdote très drôle qui n'a rien à voir avec le poème. Mais quand j'étais jeune, je voulais un endroit tranquille en Crète. Et il y avait beaucoup de touristes. C'était l'été, en juillet ou en août. Alors, j'avais été au bureau du tourisme et j'avais demandé, y a-t-il un endroit où on peut être seul ici en Crète? Et la dame, en rigolant au bureau du tourisme, me dit, allez à Franco Castello et vous êtes sûr qu'il n'y a personne là? Parce qu'il ventait terriblement. Ouais. Et j'étais dans une petite auberge et les volets claquaient, en effet. Et puis, mais c'est là où je suis née à la poésie, puisque c'est là que j'ai écrit bien des poèmes de mon premier recueil. Ah, c'est ça le centre caché. Ah, pas uniquement, pas uniquement. Il y a plusieurs centres cachés dans le poème. Et c'est une très belle histoire. Je suis déjà allée à Crète, mais jamais à Frango Castello, mais la prochaine fois, oui. Puis l'autre poème dont je voulais vous poser des questions, c'est Clair Obscur. J'aime beaucoup que vous mentionnez qu'on est dans un poème, que vous faites ressortir qu'on est dans un poème. Puis vous dites, attendez, je vais lire la partie que j'aimais beaucoup. Ce n'est quand même pas moi qui ai allumé ce feu. Tous les signes reviennent dire que oui, mais nous sommes dans un poème. Et plus tard, vous dites, alors raconte des histoires enchantées de terre prochaine à venir. On ne va pas croire que nous sommes captifs. Alors, cette idée qu'on est peut-être captif dans le poème. Et non, au contraire, c'est comme s'il y a le théâtre de la vie. En fait, c'est comme ça que je le lis, hein, on peut le lire à sa façon, mais pour moi, le sens que je comprends de l'écriture de ce texte, c'est qu'il y a tout le théâtre et puis la vie, qui n'est pas simple non plus. Et bon, c'est vrai, c'est de l'humour. Notre-Dame a brûlé, c'est quand même pas moi qui ai allumé ce feu. Tous les signes reviennent dire que oui. Ah, mais on est dans un poème, alors ça va. Mais vous dites comme tout peut arriver dans ce poème. Est-ce que c'est vrai ça, que tout peut oui. Et même des fantômes d'autrefois qui viennent nous parler, qui sourient. C'est très agréable l'écriture pour explorer, et c'est Vanessa qui le disait tout à l'heure, à juste titre, des pans de mémoire, des strates de mémoire différentes. L'écriture permet ça. J'ai l'impression aussi que des fois, dans vos poèmes, on peut être un peu perdu. On ne sait pas exactement où on s'en va. Puis à la fin, ça devient de plus en plus clair. On a l'impression qu'on sort de l'obscurité, mais c'est à la fin que vous donnez plus d'indices pour nous aider de sortir de ce mystère. Comme à la fin du poème, quand vous vous mettez à parler de votre père et de votre mère, on est capable de faire plus de liens, j'ai l'impression. Mais dans certains poèmes, oui. Mais voyez, c'est pour ça qu'il y a une diversité formelle. Il y a des poèmes comme Nevermore ou Gracia en rêve, c'est des poèmes courts parce que ce qu'ils ont à dire, c'est bref, c'est des instantanés. Mais Clair Obscur, le poème que vous évoquiez à l'instant, c'est un poème long. Et dans les poèmes longs, il me semble que ce que je cherche à dire, c'est cette espèce d'odyssée, de nage, de lutte contre les obstacles, de retour, de mouvement. Et donc, oui, peut-être que dans Clair Obscur, le sens qui s'est donné à la fin, c'est que se passe-t-il? Que se passe-t-il, petite mère frêle? Est-ce que c'est avec ce poème-là qu'il y a la citation de Joséphine Bacon? Oui. Pouvez-vous expliquer le lien? Bien, elle dit, c'est la nuit des cicatrices qui pardonnent. Et Clair Obscur est très certainement un poème où
bien des choses reviennent à la mémoire. Et quand bien des choses reviennent à la mémoire, les blessures, la douleur aussi. Et donc, j'aimais bien comment Joséphine Bacon l'a dit de façon très lapidaire, c'est la nuit des cicatrices qui pardonnent. Alors, peut-être que je vois clair-obscur comme une nuit où bien des choses reviennent. Et avec elles, les blessures, et peut-être que d'écrire le poème, ben, c'est des cicatrices qui pardonnent. Je vais demander à Vanessa d'ouvrir son micro puis sa caméra, peut-être. J'aurai une question pour vous deux, puis après, peut-être Vanessa va nous relire un poème avant qu'on finisse. Je me demande si pour vous, la poésie, pour les deux, vous pouvez répondre chacune, si la poésie est sans limite, ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à décrire à travers la poésie? Vanessa? Oui, je peux répondre. Pour moi, la poésie, elle n'est pas descriptive. Elle va être limitée si on parle à partir de soi, si on reste près des référents. Mais pour moi, elle est sans limite si, au contraire, on va laisser justement intervenir la spectralité et si on entre dans les questions d'espace. Donc là, à mon avis, elle peut être sans limite. Et Nathalie, vous? Eh bien, oui, peut-être que la poésie, qui est une exploration du langage avec des moyens, c'est court, c'est bref, même dans des poèmes longs, et donc la densité, l'aventure du langage, l'exploration qu'on peut faire avec les rythmes, avec le jeu des vers, le jeu des strophes, permet des choses que peut-être le roman, par exemple, ne permettrait moins ou permettrait autrement. J'aime la poésie, j'aime lire des poètes parce que justement, à chaque fois que j'ouvre un recueil, je sais que je vais explorer quelque chose qui va d'abord m'échapper, qui n'est pas du début à la fin une histoire ou un récit, qui comporte des éléments de récit quand même, mais également où on peut faire intervenir aussi bien des fantômes, des gens donc du passé, que le présent. C'est un jeu avec le temps, la poésie. Et en ce sens-là, le caractère illimité dont vous parlez me semble important, oui. Ouais. Vanessa, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou voulez-vous répondre? Non, c'est bien, ça fait le tour. Oui. Avez-vous, Vanessa, un dernier poème à nous lire? Oui, certainement. Allez-y. Tu construis un château intact dans la cour arrière. De vieux plats moulent la neige jusqu'à la noirceur. Tu montres aux enfants comment solidifier les contours avec l'entrée d'eau. Tu as développé des habiletés pour dresser des frontières tout autour de toi. Mais dans cette forteresse, vous foulez les mêmes voies, et les murs ne sont pas assez hauts pour vous lâcher les mains. Merci. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, mais il y a beaucoup de commentaires, en tout cas plusieurs commentaires pour vous deux. Alors, ça serait bien, avant qu'on se quitte, de jeter un coup d'œil à voir les commentaires. Ah, tout le monde. Oh, Denise Deshôtels qui nous dit un grand merci. Merci à vous, Denise, d'avoir été là. Mais merci tout le monde. Je vais juste annoncer quelques petites affaires avant qu'on se quitte. Je vais juste regarder mes notes ici. Juste pour que vous sachiez, je pense qu'on est peut-être déjà tous au courant, mais l'enregistrement de cette lecture se trouvera très bientôt sur YouTube, aussi sur la chaîne du Centre des Arts de Stansted, sur YouTube et sur la page Facebook du Centre. Et vous trouverez aussi tous les autres événements de la série. Et dans la conversation, vous trouverez ces liens en haut de la conversation. J'aimerais remercier tout le monde d'avoir été des nôtres, les poètes et les membres du public. Et bien sûr, je remercie les membres de l'équipe du Centre des Arts de Stansted, Diane Régimbal, d'avoir invité nos deux poètes extraordinaires aujourd'hui. Diane, qui est la programmatrice des événements en français de la série Focus Poésie sur Zoom.
Sharda Gupta, qui est notre coordonnatrice de la série, Luce Couture, qui est directrice de la programmation du Centre des arts de Stansted. Mon nom est Shelley Pomerantz. Et bien sûr, il y a Gabriel Sarti, qui est fondateur de la série et programmateur des poètes anglophones. Et je souhaite à tout le monde une très, très belle soirée. Merci encore à Vanessa et Nathalie.